Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ardu, voire impossible, de penser ex nihilo, à partir de rien. C'est toujours la rencontre plus ou moins fortuite d'un objet ou d'un événement qui nourrit la pensée, voire lui donne le lieu dont elle a besoin pour s'établir. La musique constitue entre autres un tel prétexte, et je ne pense pas que Deleuze rechignerait particulièrement devant cette idée. Claude François, moi j'ai été sensible, d'abord il cherchait quelque chose, comme Alexandrie, Alexandra, qui est une bonne chanson. Mais pour cela, encore faut-il trouver la piste idéale. Alors voyons. Non, 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 non plus, non. Voilà, parfait. C'est parti. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Dans Si la photo est bonne, Barbara chante le fantasme d'une femme que la vue d'une photographie d'un jeune criminel dans le journal fait sourdre. Ce que cette musique a de chouette, c'est que les thèmes abordés, la représentation, la photographie, la subjectivité, le fantasme, la condamnation à mort, le criminel, appellent d'autres voix qui se mêlent à celles de Barbara, discrètement et sans qu'on s'y attende, comme invoquées par la seule écoute. Dès lors, Si la photo est bonne, c'est aussi le poème Le condamné à mort, dédié à Maurice Pilorge par Jean Genet. C'est le 5e décalogue, Tu ne tueras point, réalisé par Christophe Kieslowski. C'est la chambre claire de Barthes, ou au contraire les fantasmagories de Clément Rosset, tout aussi bien que Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Plus encore, c'est Surveiller et punir de Foucault, ou pourquoi pas le texte hegelien qui pense abstrait. C'est ainsi un petit tour d'horizon philosophique que je vous propose, à partir du tarmac que l'on pourrait appeler barbarien. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. L'extrapolation à partir d'une photographie peut sembler un fait anodin. Pourtant, c'est peut-être justement la meilleure raison de le prendre très au sérieux. Chez Barthes, dans la chambre claire, la photo que l'on scrute souffle « ça a été ». Son objet a été. Toute photographie est un certificat de présence. Le noème de la photographie est simple, banal, aucune profondeur. Ça a été. Je connais nos critiques. Quoi ? Tout un livre ? Même bref, pour découvrir cela que je sais dès le premier coup d'œil ? Oui, mais telle évidence peut être sœur de la folie. En revanche, Barthes ne dit pas que c'est un certificat de vérité, quoique je puisse en avoir l'irrépressible désir. Dans le paragraphe 41, scruté, Barthes argue que la photographie ne saurait combler un tel désir. La photo regimbe devant le logos. Elle ne sait dire plus que ce qu'elle donne à voir, pour ne pas savoir non plus dire cela même qu'elle donne à voir. Je ne puis avoir l'espoir fou de découvrir la vérité, que parce que le noème de la photo, c'est précisément que cela a été, et que je vis dans l'illusion qu'il suffit de nettoyer la surface de l'image pour accéder à ce qu'il y a derrière. Scruter veut dire retourner la photo, entrer dans la profondeur du papier, atteindre sa face inverse. Hélas, j'ai beau scruter, je ne découvre rien. Si j'agrandis, ce n'est rien d'autre que le grain du papier. Je défais l'image au profit de sa matière, et si je n'agrandis pas, si je me contente de scruter, je n'obtiens que ce seul savoir, possédé depuis longtemps, dès mon premier coup d'œil, que cela a effectivement été. Telle est la photo. Elle ne sait dire ce qu'elle donne à voir. Ainsi, Barbara désire connaître la vérité de l'assassin. Face à l'impossibilité d'effectivement accéder à la face cachée de l'image, elle quitte le réel pour accéder au fantasme. L'image n'est plus frottée de réel, comme l'écrit Barthes dans le paragraphe 47, mais frottée de fantasme. Elle quitte le « ça a été » barthéen, la certitude que le passé est aussi sûr que le présent, pour passer au conditionnel, si cela était. Si la photo est bonne. Ainsi, face à cette première divergence entre la pensée de Barthes et celle de Barbara, on peut peut-être s'intéresser à la conception de la photographie de Clément Rosset. Pour Rosset, et contre Barthes, la photographie est incapable de rendre justice au réel et de garantir son existence. La photographie est plutôt source de fantasmagorie, mais elle est aussi infidèle. Rosset, de ces mots, accuse l'objectif de l'appareil photo de n'être pas objectif, de ne pas enregistrer la réalité indépendamment de tout parasitage subjectif ou artistique.
On peut saisir à titre de preuve nombre de fameuses photos truquées, comme celle de Nessie, le monstre du Loch Ness. Pour Rosset, la photo ne peut affirmer « ça a été » car la photographie n'est bien souvent qu'un matériau brut à partir duquel il est loisible de travailler. Cette phrase se peut entendre de différentes façons. Déjà, on peut retoucher une photographie. On peut aussi retoucher une image dans le sens un peu plus large du terme. Par exemple, dans le film La vérité de Clouzot, l'avocat travaille l'image de sa cliente Dominique Marceau, qui est jouée par Bardot et qui est trop séduisante pour plaider le crime passionnel, le crime d'amour. Comment l'avez-vous étiffée? Pas trop putain, non? Au contraire, mais elle est difficile à enlaidir. Ah, ça tombe mal. Gardez les jurés. Arrêtez. Fais du vent, là. Enfin, vous récuserez les femmes. Mais on peut également faire prendre à la phrase de Rosset « La photographie n'est bien souvent qu'un matériau brut à partir duquel il est loisible de travailler » une autre direction. Non seulement celui qui produit l'image peut la travailler à loisir, mais elle est également malléable pour celui qui la reçoit. Et de fait, Barbara occulte la réalité, l'homme a tout de même commis un crime, pour lui substituer une falsification subjective et fantasmagorique de celle-ci. Elle projette sur l'image de l'assassin dans le journal une vie, des sentiments, des actions, des vertus qui jaillissent de sa subjectivité et non de la photographie ou de l'identité du criminel. Barbara crée alors, selon les mots de Rosset, une illusion d'existence que le médium photographique autorise largement. Mais je vous le rappelle, je veux qu'il soit fidèle à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon. Qu'on m'amène ce jeune homme, si la photo est bonne. On peut alors interroger l'appel au conditionnel de Barbara. Si la photo est bonne, ainsi que son ultimatum final, qu'il se ressemble trait pour trait. Dans le fond, elle force une torsion sur l'enchaînement logique des choses. Ce qu'elle voudrait, c'est que le réel ressemble à son fantasme, qu'elle présente abusivement comme le réel, justement. Ce qu'elle affirme dans ce cas-là, c'est que la photo n'est bonne que si le réel se plie à son interprétation de celle-ci. Ce n'est pas la photographie qui fait autorité ici, mais bien celle qui la scrute. On comprend alors la phrase de Rosset. D'où la nécessaire révision à la baisse de l'autorité photographique, bien résumée par un mot célèbre de Jean-Luc Godard. Ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. Mais on a laissé pudiquement de côté le plus affreux dans cette histoire, l'ultimatum de Barbara. La grâce du condamné n'est fondée que sur sa ressemblance avec le fantasme qu'il fait sourdre. Le condamné est, pour ainsi dire, pendu au gibet de la subjectivité d'un autre. Et pire encore, la photo elle-même peut fortement orienter la subjectivité de chacun, forcer une illusion de ça a été pour parler à moitié comme Barthes. Dans les médias, on observe bien que tous les présumés coupables, comme leurs victimes, ne sont pas offerts à l'œil du quidam qui lit son journal de la même manière. Un peu comme si un jugement avait été pré-rendu qui justifie que l'on présente un tel une arme à la main, ce qui l'incrimine, le discrimine et suggère d'emblée la culpabilité, ou encore une telle sagement en famille, ce qui impose par avance son innocence. Dans tous les cas, on arrive à un couac. Soit l'on croit comme Barthes que la photographie dit bien « ça a été » et on prend le risque de se faire duper, soit l'on croit comme Rosset que la photographie est le lieu du fantasme et alors ça n'aide pas plus notre condamné. Dans le fond, Hegel pourrait bien nous permettre de ne pas abandonner le problème de Barbara trop tôt. On a souvent une opinion bien nette de Hegel. Ses textes sont obscurs, abstrus, abscons, pas clairs, bref, ils sont abstraits. L'essence spirituelle est dans son être simple pure conscience et cette conscience, si qu'il est, de soi. La nature originairement déterminée de l'individu a perdu sa signification positive. Celle d'être en soi l'élément et le but de son activité, elle est seulement un moment supprimé et l'individu est un soi, en tant que soi universel. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Inversement, la chose même, en tant que, formelle à son remplissement à même l'individualité agissante qui se différencie dans elle-même car les différences de celle-ci constituent le contenu de l'universel à l'instant évoqué. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Cela étant dit, il existe un texte plus simple et plus abordable de Hegel qui s'appelle précisément « Qui pense abstrait » et paru en 1807, la même année que la phénoménologie de l'esprit. Qui pense abstraitement? L'homme inculte, non l'homme cultivé.
La bonne société ne pense pas abstraitement, parce que cela est trop facile, trop vulgaire. Je ne parle pas de la position sociale. Non par une vaine prétention de noblesse qui se placerait au-dessus de ce qu'elle ne peut atteindre, mais en raison de la non-valeur interne de la chose. C'est un texte un peu apologétique dans le fond, puisque la thèse principale, c'est que la pensée abstraite est l'apanage de l'homme commun et inculte qui s'arrête aux préjugés, qui n'ont du concret que l'apparence chimérique. Donc en fait, dans le fond, ça signifie aussi que s'arrêter à l'opinion selon laquelle Hegel est abstrait, c'est précisément penser abstrait. Pour illustrer son propos, Hegel donne plusieurs exemples très clairs. Entre autres, l'exemple du condamné à mort qui nous intéresse particulièrement ici. Il me faut seulement étayer ma thèse de quelques exemples. Chacun reconnaîtra qu'elle s'en trouve confirmée. Ainsi on conduit un meurtrier au lieu de son exécution. Aux yeux du commun, il n'est qu'un meurtrier. Les dames de la bonne société, elles, observent peut-être que c'est un bel homme, bien bâti, intéressant. La foule s'effraie d'une telle remarque. Bel homme? Un meurtrier? Est-il possible d'avoir des pensées aussi perverties et de trouver un meurtrier beau? Il y aura bien des gens pour dire en entendant ceci « Il cherche à excuser un assassin !» Après tout, je me souviens que dans ma jeunesse, j'ai entendu un bourgmestre se plaindre de ce que les écrivains dépassaient les bornes et cherchaient à extirper jusqu'aux racines le christianisme et la moralité. On avait écrit une défense du suicide. N'était-ce pas infâme? Une enquête plus approfondie révéla qu'il s'agissait des souffrances de Werther. Voilà donc ce qu'est la pensée abstraite. Ne voir dans le meurtrier que cette abstraction d'être un meurtrier, et à l'aide de cette qualité simple, anéantir tout autre caractère humain. Si l'on admet tout cela, alors on voit bien que Genet, Kieślowski, Hugo, Barbara ne pensent pas exactement abstrait. Ou du moins, ils vont au-delà de la simple image fixe du meurtrier. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Victor Hugo, Kieślowski, Genet essaient de donner la véhité du condamné, la rendre concrète, l'éloigner de la simple abstraction. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Eh, qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines, et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable, qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture, qui aboutit à l'échafaud? Apparemment ce n'est pas là souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'écoule goutte à goutte, ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée? Et puis, on ne souffre pas. En sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple « Cela ne fait pas de mal !» Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « C'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne !» Mais dans le cas de Barbara, si elle ne se contente pas du préjugé de l'assassin, si elle ne le réduit pas à son crime, qu'elle occulte complètement en vérité, elle lui substitue non pas du concret, mais un autre type d'abstraction, le fantasme. C'est ainsi un pas hors du préjugé, mais un pas qui conduit peut-être encore une fois à une forme d'abstraction inféconde du point de vue du condamné. Si l'on suit Hegel, l'essentiel en tout cas, c'est de savoir retrouver chez le condamné le caractère humain, vivant et concret. Quant à savoir si la photographie peut permettre cela, les réponses de Barthes, Rosset et Barbara semblent alors ne plus suffire. Ce qu'il faudrait savoir, ce n'est pas si la photographie offre un « ça a été », comme chez Barthes, une fantasmagorie, comme chez Rosset, ou encore un « si cela était », comme chez Barbara, mais bien si la photographie a la puissance de savoir ce qu'il en est présentement. Comme je n'en sais rien, je vous laisse sur un extrait du Décalogue 5 de Kieślowski, intitulé « Tu ne tueras point », qui porte déjà cette idée et le doute qui l'accompagne. Mam tutaj takie zdjęcie. Czy to się da powiększyć? Będzie widać te zagięcia. To nie szkodzi. Dobrze. Proszę pani, czy to prawda, że ze zdjęcia można poznać, czy ktoś żyje, czy nie? Ktoś panu głupstna opowiadał.
Voilà pour ce petit tour d'horizon philosophique de Si la photo est bonne de Barbara, qui est une très bonne chanson par ailleurs. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine fois.